spécifiquement décidé de cantonner mon propos sur la diffamation. Et donc, il y a eu, et je trouvais qu'on était complémentaires. J'avais reçu un peu des informations et donc cet aspect complémentaire. Et donc, je vais vous parler spécifiquement de la diffamation et ça va nous amener à nous poser plusieurs questions dans ce contexte-là. Je voulais vous faire brièvement un rappel de certains principes de diffamation et après voir comment l'Internet a pu avoir cet impact-là. Ce que je trouve intéressant par rapport à la diffamation, c'est que notre Cour suprême, la Cour suprême du Canada en 1995, donc ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans, nous disait ce qu'il y a de plus fondamental. Donc, je suis dans le document qui vous a peut-être été circulé. Pourtant, la plupart des gens tiennent plus que tout à leur réputation, plus que l'intégrité physique, plus que le droit à l'honneur. Et donc, la Cour suprême venait exprimer en 1995 cette importance que nous pouvons avoir pour la réputation et que ce serait plus que tout. Et là, il y a eu un mouvement de balancier très important. Est-ce que le droit américain a eu son impact? Peut-être, mais quelques années plus tard, la Cour suprême, en ayant fait une analyse de droit comparé extrêmement intéressante sur la diffamation, en arrive à la conclusion qu'il y a une préoccupation accrue pour la protection de la liberté d'expression. Et donc, dans Boumalab, la Cour suprême a vraiment, et on sent ce mouvement du balancier qui était à la réputation, qui était un élément, un droit fondamental, mais fondamental. Et là, un retour avec cette liberté d'expression. Est-ce qu'on est trop loin par la liberté d'expression? On pourrait certainement se poser la question. Est-ce qu'il y aura un juste milieu? Mais il est clair que pour la Cour suprême, et elle l'avait analysé en droit américain, en droit anglais, un peu partout dans le monde, c'est vraiment une tendance très lourde dans ce contexte-là. J'attire votre attention simplement pour vous dire, parce que ça peut avoir son importance chez nous, la diffamation, le délai de prescription est de 1 an. Donc, c'est très court. Et donc, il y a plusieurs recours qui sont entrepris et qui, malheureusement, sont rejetés sur la base d'un délai de prescription. Il y a un projet de loi qui est entré en vigueur, qui n'est pas entré en vigueur encore, qui prévoit que ça va être porté à un délai général de 3 ans, ce qui va changer certainement la donne par rapport à la responsabilité. Ce n'est pas état du droit pour le moment. Les éléments constitutifs de la diffamation, on la connaît. C'est une perte d'estime et de considération, mais je voulais simplement vous souligner, et je suis au milieu de la page 2, il y a 3 façons de diffamer quelqu'un au Québec. Et je ne veux pas vous encourager à le faire aujourd'hui, mais simplement vous rappeler. On dit des choses fausses de quelqu'un en sachant que c'est faux. C'est la première façon. La deuxième façon, on dit des choses fausses de quelqu'un en sachant pas nécessairement que c'est faux, mais en ne faisant pas les vérifications d'usage. C'est souvent pourquoi les journalistes seront condamnés. Le premier élément, je reviens, dire des choses fausses en sachant que c'est faux. L'intérêt chez nous, c'est qu'on peut avoir des dommages punitifs. Et d'ailleurs, je trouve dommage, je fais 1266 du projet qu'ils appellent l'amende civile. J'aurais aimé qu'on appelle ça les dommages punitifs, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, je reviens dans ce contexte-là. Et donc, il y aurait la troisième façon de diffamer quelqu'un, c'est de dire des choses vraies, mais que ce ne soit pas d'intérêt public. Et ça, il faut faire attention parce que la Common Law ne reconnaît pas cette façon de diffamer. Et il y a vraiment une distinction à faire au Québec. Et donc, contrairement à ce que disait le Journal de Montréal, toute vérité n'est pas bonne à lire parce qu'il peut y avoir de la diffamation même si c'est vrai. Et ça, c'est une particularité du droit civil dans ce contexte-là. La Cour suprême nous le rappelait dans une affaire Prud'homme. Le troisième cas souvent oublié est celui de la personne médisante qui tient sans juste motif des propos défavorables, mais véridiques. Et donc, la vérité peut être constitutive de diffamation. Cela dit, et je le souligne souvent à mes étudiants, faites très attention. Quand vous recevez un courriel qui est diffamatoire, on a tous reçu ça ou on en a peut-être envoyé, je ne veux pas entrer dans vos sonder les cœurs et les raisons, mais on en a certainement reçu. Et là, on a le petit désir peut-être de le partager. La Cour suprême nous a rappelé dans une affaire Tornstar, et je lis parce que je trouve que c'est très bien expliqué, le droit ne viendra pas en aide aux défendeurs cherchant à blesser, mais d'une main timide. Et donc, la personne qui relaie l'information est aussi responsable que celle qui l'a initiée, et solidairement responsable également, ce qui peut avoir un impact important. Alors, je le souligne à mes étudiants qui peuvent avoir tendance, peut-être plus que d'autres générations, à vouloir partager ces informations-là. Il faut l'existence d'un préjudice, et je passe à la page 3. Évidemment, pour avoir de la diffamation, il faut un préjudice. Une particularité, c'est qu'on a décidé, comme la diffamation, ça se joue à 3 au minimum, c'est-à-dire une personne qui diffame, qui le dit à quelqu'un d'autre sur un tiers,
on a toujours considéré que pour diffamer quelqu'un, il faut, pour qu'il y ait préjudice, que ce ne soit pas la sensation qu'avait la personne même. Il faut qu'une personne raisonnable se serait sentie diffamée. Et donc, on a décidé que c'était le concept de la personne raisonnable. Donc, c'est un peu la personne raisonnable fautive, mais au plan des dommages, ce qui est assez particulier, généralement, dans l'évaluation des dommages. On s'est demandé comment on prouve ce que c'est cette personne raisonnable. Je vous renvoie simplement à une décision en domaine médical qui disait qu'on pouvait procéder par sondage. Donc, on pourrait mettre, à ce moment-là, et ça pose plein de questions de procédure, on met l'article diffamant et on le demande à 1004 personnes. Ici, c'était une affaire de responsabilité médicale si la personne se serait fait opérer. Et un sondage avait été fait. 84% des Québécois ne se seraient pas fait opérer s'ils avaient su les dommages qui pouvaient en survenir suite à l'intervention chirurgicale. Dans ce contexte-là, on pourrait certainement penser si j'avais un dossier très important de diffamation, de demander à la population québécoise, est-ce que cet article-là est diffamatoire? Avoir un sondage qui nous dit 87%. Je pense que c'est ça enlève les prérogatives du juge, c'est très discutable, mais il y a un sondage qui est passé dans un autre contexte où on voulait savoir qu'est-ce qu'une personne raisonnable ferait, mais ça m'apparaît un petit peu discutable. C'est comme dire, il y a une flaque d'huile ici, et là on prend la photo et on demande à 1004 personnes, est-ce un piège, est-ce une faute? Et tout le monde dit oui, 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 et là on arrive au juge, tout le monde dit que c'est un piège, monsieur le juge, madame la juge, vous devez convenir de la même façon. C'est très dangereux. Mais on a, en droit québécois, utilisé le sondage avec un certain bonheur. Il faudrait faire attention quant à moi. Cela dit, je tombe maintenant avec l'impact d'Internet. Plusieurs avocats, plusieurs avocates, avec la venue d'Internet, on dit, ben là, c'est le pactole. On va faire de l'argent, il va y avoir plein de gens qui vont être diffamés, et donc ça va être planétaire, et donc on va pouvoir poursuivre pour des sommes absolument... On reste américain du Nord. N'oublions pas qu'il y a une certaine propension, des fois, dans la poursuite, dans les pourcentages. Le pourcentage d'avocats, d'ailleurs, au Québec, est le plus élevé avec les États-Unis. Et il faut comprendre qu'on est... donc, il peut y avoir cet élément-là. Alors, on s'est posé comme question, est-ce qu'Internet va changer quelque chose? Et là, quand on regarde la jurisprudence, on remarque qu'on nous dit que la cyberintimidation, je suis en haut de la page 4, c'est très préjudiciable, ça peut être diffusé sur une grande échelle rapidement dans l'anonymat. La Cour d'appel a confirmé un jugement nous disant que la diffamation, même en matière d'Internet, c'est les mêmes règles tout simplement, que ce soit 1382 pour nous ou en fait 1457. Je sais que vous avez une loi spéciale en France, mais chez nous, ça reste les règles traditionnelles. Cela dit, il faut comprendre une chose. C'est vrai que ça se disperse un peu partout, mais la Cour nous a rappelé dans un jugement très important, il est au bas de la page 4, dans une affaire Sormani. Encore faut-il que la preuve démontre que le commentaire de Sormani du 26 septembre ait voyagé dans le cyberespace. Et donc, il n'y a pas automatiquement un préjudice parce qu'il y a eu une faute. Il faut prouver ce préjudice-là et il faudra à ce moment-là démontrer le nombre de clics, démontrer quel a été le voyage de cette information-là. Je me souviens d'avoir aidé un monsieur qui a été diffamé. Il me revenait à tous les jours me disant « Aujourd'hui, il y a un journal de Whitehorse, dans les territoires du Nord-Ouest, qui parle de moi, de cet article. On parle de moi à Saskatoon, en Alberta. » Et là, je lui disais « Connaissez-vous des gens là-bas? » Non. Et donc, dans le fond, c'est vrai que c'était anxiogène, mais ça ne représentait pas nécessairement un dommage, puisqu'on ne pouvait pas nécessairement le lier à cette personne-là. Mais on conviendra que ça reste potentiellement explosif, mais dans la réalité des choses, il n'y a peut-être pas cet élément. En fait, changez pas de profession pour ceux qui sont avocats pour ne faire que de la demande en responsabilité sur Internet. Et je donne toujours cet exemple-là à la page 5. C'était un site où on avait diffamé une avocate de Québec qu'on reliait avec des gens qui faisaient de la prostitution juvénile. Et on a mis en preuve que des gens avaient fait des commentaires très négatifs et qu'ils avaient été laissés par le site. Et donc, à la page 5, Corriveau contre Canoë, le commentaire de Mansour a été lu 2057 fois, de Ducas 530 fois. L'autre a été consulté 371 fois. Et même, c'était la fille de l'avocate qui était allée voir le site plusieurs fois. Donc, elle comptabilisait, elle augmentait elle-même le nombre de visites.
Et donc, la Cour dit, ainsi les commentaires diffamants et injurieux ont été consultés par peu de personnes si l'on compare avec la majorité des cas de diffamation dans les journaux, à la télévision ou à la radio. Tout le monde en parle. Hier, il y avait une émission, il y a 1 million de personnes qui regardent s'il y a de la diffamation. Et là, il y a 1 million de personnes. Je comprends que même s'il y a ces 507 personnes qui l'ont entendu, qui l'ont lu, ils peuvent en parler, puis on ne saura jamais à qui ils vont parler, mais ça reste que Internet ne change pas par rapport à ça. Il faut faire cette preuve-là. Il faut arrêter de le voir nécessairement comme un animal à part. Cela dit, il est clair que ça peut avoir un impact. Je remarquais en haut de la page 6, où c'était un groupe, c'était 500 personnes tout au plus, c'était les passionnés francophones de perroquets. Donc, c'est un groupe très restreint. On avait diffamé quelqu'un qui faisait partie d'un groupe de passionnés de perroquets. Bien là, on s'entend que ce groupe-là est très ciblé. Donc, ce n'est pas tant l'étendue qu'également quand on cible un groupe spécifique. Et donc, ça pouvait valoir un petit peu plus. Il y a des analyses que je voulais vous faire en fonction des médiums. Simplement, vous souligner, je suis à la page 6, vers la page au milieu. En faisant mes recherches, j'ai trouvé un article du Province dans l'ouest du pays qui vous disait « How to write a negative online review without getting yourself sued ». Donc, comment écrire, il donnait les conseils, et donc je vous les ai mis. Si vous voulez faire une revue négative cet après-midi, bien, vous pouvez, ici, vous avez quelques commentaires qui sont intéressants pour essayer de ne pas être poursuivi. Cela dit, il y a contre-attaque de certaines personnes, et probablement que vous en aviez déjà entendu parler. Je m'en excuse si c'est une redite, mais il y a un site, un hôtel à New York qui a dit si vous vous engagez d'avance lorsque vous acceptez de prendre une chambre dans notre hôtel, à ne pas faire de revue négative de notre hôtel. Et si vous faites une revue négative, vous vous engagez à nous payer 500 $ d'avance. Il y a une clause pénale dans le contrat et d'avance, et je vous l'ai mis là. Ça a été repris en Angleterre par rapport à ça. Et donc, c'était d'ailleurs un hôtel qui était très convoité pour les mariages. Alors, ça pose plein de questions. On pourrait avoir plusieurs discussions là-dessus, la validité de cette clause pénale-là. Si jamais je leur fais un dommage qui est de 100 000 $, est-ce que je suis limité seulement à 500 $ à ce moment-là? Mais alors, je pense que cette façon de faire pourrait en inciter d'autres. Quoique c'est en 2014 que j'avais lu ça, je ne l'ai pas vu à de multiples reprises, mais ça pourrait être intéressant. Donc, on contre-attaque justement d'avance pour vous empêcher. On vous bâillonne finalement et ça pose quelques belles questions dans ce contexte-là. Cela dit, dans les façons, quand on regarde comment on peut diffamer, le classique, c'est Facebook. Le Facebook, je vous ai mis un classique, tout simplement, une dame qui fait affaire avec un entrepreneur en construction et qui à ce moment-là, est très insatisfaite. Il n'ouvre pas à cause qu'il a fait le rebord de la fenêtre qu'elle écrit. Alors, elle écrit à la page 7 qu'elle n'est pas contente parce qu'elle n'est pas capable d'ouvrir et que c'est un très mauvais entrepreneur. L'entrepreneur poursuit immédiatement cette dame-là en lui disant « Vous m'avez diffamé ». Et si vous regardez, oui, il y avait diffamation parce que c'était inexact et les propos étaient injurieux, mais ce qu'on a accordé, c'est 500 $ de dommages compensatoires et 500 $ de dommages punitifs. Alors, si l'avocate de M. Bellemare était à pourcentage, comme on peut le faire au Québec, même à 30 %, ça ne faisait pas très cher pour travailler dans ce dossier-là. Alors, ce que je voulais vous illustrer, c'est qu'avec Facebook, il y a beaucoup, beaucoup de bruit, mais en bout de ligne, ça reste peu judiciarisé. Et quand ça l'est, ça ne vaut pas la peine, finalement, souvent. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut vraiment, les avocats, les avocates ont un devoir, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas poursuivre en diffamation devant les petites créances. Chez nous, la cour où il n'y a pas d'avocat, le small court, et donc c'est interdit. Donc, il faut aller devant les tribunaux de la Cour du Québec, la Cour supérieure, ce qui fait en sorte que généralement, on est accompagné d'un avocat, et c'est à l'avocat officier de justice de tempérer les commentaires et les propos de son client ou de sa cliente. Alors, je vous ai mis quelques cas de Facebook, mais un intéressant qui est parvenu de la Colombie-Britannique, c'est une dame qui n'était pas satisfaite des photos de mariage. Justement, on reste dans le mariage, et elle a mis des commentaires très négatifs sur la photographe, et la photographe a poursuivi et a obtenu 115 000 $ quand même. C'est beaucoup d'argent, parce qu'elle a perdu de la clientèle. Ça a été vraiment catastrophique pour pendant quelques années. Et donc, il est possible qu'il y ait des dommages, mais encore faut-il les prouver.
Blog ou publication Internet, vous verrez à la page 8 et suivant, la belle question qui se pose, ce sont évidemment les hyperliens. Et ça a été réglé par notre Cour suprême qui dit qu'un hyperlien n'est pas diffamatoire à moins que l'hyperlien lui-même, dans son libellé, soit diffamatoire. Et donc, on a considéré que l'incorporation dans un texte d'un hyperlien renvoyant à un soi-disant propos diffamatoire n'équivaut pas à de la diffusion. Et donc, juste mettre un hyperlien ne constitue pas de la diffamation, à moins que l'hyperlien en lui-même. À un moment donné, je vous ai mis un exemple, con man. On référait à cet individu-là comme un repris de justice, con man, dans le libellé, et ça, c'était diffamatoire. Et donc, même si le site peut-être l'était, l'important, c'est qu'à l'intérieur de l'hyperlien, il y avait cette diffamation. Vous avez ça à la page 9, dans ce contexte-là. On a vu plusieurs recours pour des courriels malheureux. Et ça, c'est vraiment la plaie des gens qui prennent ombrage avec un courriel qui a circulé. Et je vous ai mis quelques exemples. Il y en a un exemple où quelqu'un se fait cloner sa carte de crédit. Et donc, souvent, chez les compagnies, quand vous mettez de l'essence, vous pouvez le faire. Et il semble-t-il, là, je ne veux pas faire de la diffamation, là, mais il semble-t-il que certaines compagnies d'essence, il y a un clonage. Et donc, la personne se fait cloner la carte et elle dit « Ah, c'est chez Chabert ». Et M. Chabert, qui est un propriétaire d'une station d'essence, va poursuivre pour presque 200 000 $. Et finalement, son recours va se ramasser avec « il n'y a aucune preuve de dommage ». Alors, c'est pour vous dire comment il y a beaucoup, beaucoup d'énervement de la part de la population parce qu'il y a... Mais dans le fond, en général, ça ne devrait peut-être pas se régler devant les tribunaux. Donc, les courriels sont des éléments qui sont importants. J'arrive au site Internet à la page 11. Nous avons eu quelques sites qui ont été condamnés. Il y a eu également pour Google, et je suis à la page 11, donc le Google Maps. Ça avait fait beaucoup de bruit chez nous. C'est une dame qui, en apercevant, en regardant comme on fait tous, comment a l'air ma maison sur Google Maps, s'aperçoit dans l'escalier, dénudée un peu, et on la reconnaît, alors elle va poursuivre. Elle va obtenir une somme mirobolante de 2 500 $ finalement. Mais la Cour va en venir à la conclusion parce que Google disait « Oui, mais c'est d'intérêt public, c'est informationnel. » Puis on va dire « Non, 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 c'était un élément de vie privée. » Il y aurait peut-être des discussions avec d'autres arrêts. Et peut-être qu'en poursuivant, elle a créé le syndrome de Barbra Streisand parce que tout le monde a voulu voir cette femme dénudée. Mais là, ça, c'est une autre histoire qu'on pourra discuter une autre fois. Responsabilité du site hôte. Et vous aviez raison de souligner cet élément-là. Le site chez nous peut être responsable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a adopté une loi. Je suis à la page 12 du document. Plutôt que vous citer la loi, je vous ai cité Nicolas Vermès, parce que son texte est remarquable et un élément qui est très important en vertu de la loi concernant le cadre juridique, et il le souligne à grands traits. Je suis au milieu de la page 12. En vertu de cette disposition, la responsabilité de l'hébergeur ne sera entraînée que s'il a fait connaissance que les documents conservés servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite. Donc, votre élément par rapport à la vigilance, pareil, c'est tout à fait dans les cordes, la proactivité et moins de mise dans ce contexte-là par rapport à cette loi-là. Et les condamnations qui ont eu lieu de sites, c'était généralement parce qu'on avait toléré certains débordements pendant des périodes trop longues. Il souligne également que Twitter, Facebook pourraient être également qualifiés d'intermédiaires dans ce contexte de la loi. Donc, ça reviendrait à la même question. Est-ce qu'ils avaient connaissance et est-ce qu'ils ont, comme on dit chez nous, dormi au gaz avant de faire une intervention? J'ai aimé votre intervention sur le fait qu'ils doivent, par contre, faire proactivité quand on revient. C'est un peu comme le fabricant qui fait des rappels un peu d'une certaine façon. Je fais juste une parenthèse. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans le projet de loi de 2017? Ça serait, il me semble, une bonne occasion peut-être de faire des propositions. En fait, je me dis, pour l'intelligence artificielle, vous avez des articles sur le conducteur. On change un peu la loi Badinter. Ça va arriver avec il n'y aura pas des voitures qui seront sans conducteur. Il me semble que ce serait l'occasion pour vous, en France, de réfléchir et de le mettre dans le Code civil, peut-être. En fait, je vous dis ça comme ça, mais il me semble que ça pourrait être un bon moyen dans ce contexte-là. Étant parent de 3 adolescents, j'ai voulu vous souligner à la page 14 que, comme parent, on peut être responsable de ce que nos enfants peuvent mettre et peuvent commettre comme délit. Et je n'ai pas trouvé de cause, je n'ai pas vérifié en France, je l'avoue, mais aux États-Unis, il y a eu une décision où
on avait fait un faux compte Facebook et des parents ont été jugés, pas encore responsables, mais on essayait de faire une requête préliminaire pour dire qu'il n'y avait pas de lien de droit et la Cour a autorisé le recours. En fait, des fois, aux États-Unis, ça fonctionne en deux parties, mais la Cour n'a pas rejeté. Et donc, potentiellement, s'il y avait un manque de surveillance, s'ils avaient été informés, un peu comme les sites, il pourrait y avoir responsabilité des parents. Aspects procéduraux, j'avoue que j'ai perdu le cours. Si j'ai fini? Oui, alors, c'est bien, j'ai 2 minutes. Alors, dans ce contexte-là, les aspects procéduraux. Un élément qui est important, c'est la demande de la victime de ne pas être identifiée. On a eu quelqu'un qui, justement, parce qu'on n'a pas eu tant de recours sur le fond. Il y a beaucoup de procédures actuellement dans ce contexte-là. Et la victime, c'était quelqu'un qui poursuit Google pour plusieurs millions parce que quand on tape son nom, on met pédophile tout de suite à côté. Et donc, il sort comme un pédophile. Et là, il l'a poursuivi, mais en poursuivant, il ne veut pas être identifié. Alors, il a fait une requête, il a obtenu la possibilité que tout soit anonymisé. Et donc, on ne peut pas savoir qui c'est. Et je pense que c'est une bonne idée. Les difficultés posées par l'identification de l'auteur du préjudice. Je suis à la page 15. Nous avons un droit différent, je pense, si je vous ai bien compris. Évidemment, des fois, c'est facile. Dans une affaire A contre B, c'est un individu qui était fâché contre son ex et qui a fait créer un profil à ce moment-là, dans un profil pour un centre de rencontre. Il l'a traité de tous les noms et il a créé ce faux profil-là. Ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir une poursuite et lui va dire « Non, non, c'est les enfants qui ont créé le profil de maman. » Alors, belle défense. Mais la Cour va rapidement s'apercevoir que l'ordinateur, ils avaient l'adresse IP. Mais des fois, ce n'est pas aussi facile. Et chez nous, on a, et je vous renvoie à une affaire Snyder, une affaire Google contre Equastech. On permet, il y a des ordonnances de type Norwich qui ont été développées pour aller chercher des informations bancaires. On les a transférées. Cette façon de voir est permise. Donc, si vous me permettez 30 secondes à la page 16, ces ordonnances, Google contre Equastech, les ordonnances sont de plus en plus utilisées dans le contexte numérique par des demandeurs qui prétendent être victimes de diffamation ou de fraude anonyme et qui cherchent à obtenir des ordonnances contre les fournisseurs afin d'obliger ceux-ci à divulguer l'identité de l'auteur de l'infraction. Actuellement, il y a un mouvement pour donner cette information-là chez nous par rapport avec des décisions. Et l'affaire Snyder, qui était une affaire différente, qui a mis en jeu un couple célèbre au Québec, où c'était un qui a fait suivre l'autre conjointe, et on a obtenu l'information confidentielle, finalement, qui avait engagé la compagnie de sécurité pour la faire suivre, cette dame-là. Et donc, vous avez certaines décisions. Je termine pour vous souligner que le droit à l'oubli est beaucoup moins, en fait, semble un peu moins développé. Il y a quand même des droits à l'oubli dans un contexte autre que numérique, mais il faut comprendre que il y a eu, en fait, il y a une décision qui a été rendue par un tribunal administratif qui mentionnait, et je suis en haut de la page 18, il n'est pas certain que ce droit à l'oubli, reconnu en Europe, trouve application au Québec. C'est seulement un tribunal administratif, mais j'ai l'impression, et je pense que c'est à tort, qu'on n'est pas très chaud à cette idée-là, et je ne vois pas pourquoi. Et je pense qu'il va y avoir un mouvement, certainement, pour suivre dans un contexte un peu comme vous le soulignez, parce que ça a été reconnu en dehors d'Internet, le droit à l'oubli. Pourquoi ça ne serait pas reconnu suite à Internet? Ma conclusion, je n'en suis plus sûr, mais je renvoie à Stéphane Rousseau, qui, dans un autre contexte, écrivait « La fraude et la transmission d'informations au moyen d'Internet, du vieux vin dans de nouvelles outres. » Et je me suis demandé si diffamation Internet, est-ce que ce n'était pas justement la même chose? Je pense que le droit s'adapte avec bonheur, mais je pense que ces rencontres-là nous permettent d'évoluer et peut-être dans la bonne direction. Je m'excuse d'avoir dépassé le temps.